Des vrais problèmes en France. Les droits fondamentaux sont menacés par des blocages structurels et une mauvaise gestion politique. C'est inacceptable. C'est bien la France qui vous en empêche aujourd'hui. C'est pas ce que vous payez qui compte, c'est à quoi vous avez accès. Donc en France, on n'a jamais franchi cette étape. C'est aussi pour présenter nos excuses aux personnes qui ont fait la demande d'inscription, mais de partager aussi les bénéfices de ces obstacles surmontés. Pour mon histoire avec la France, alors c'est un retour assez significatif pour moi, car dans ma jeunesse, j'y ai vécu, et j'ai très vite conclu que ce pays était destructeur de valeurs. Je le fais aussi parce que j'ai gardé en mémoire mes amis d'enfance, de bons jeunes, que la France a broyé. L'ensemble de ce qui fonde ce pays vous aime. Puis on verra ce que je nomme l'obstacle français par la comparaison avec le développement de projets dans un autre pays d'Europe bénéficiant des mêmes droits. Ces trois directives sont une combinaison indispensable pour réaliser un projet à forte valeur, donc durable, donc solide, avec son lot de découvertes et de bonheur pour tous. L'État, c'est pas Dieu. Hein. Qu'est-ce qu'une élection? C'est prendre ses baskets, son manteau, une enveloppe et la mettre dans une urne. Même pour déplacer un frigo, il faut faire plus d'efforts. Un politique émancipé ne vous dira pas ce qu'il faut penser. Il accompagnera votre pensée. Et notamment quand on vit en France, c'est de savoir que ce qui vous aime le plus, ce sont bien les droits fondamentaux, l'État, la connaissance. Ces éléments-là vous aiment bien plus que vos parents. C'est l'esclave qui génère le maître. Pour le dire simplement, les enjeux de notre époque semblent n'être que une vague idée. Le modèle de « je suis, c'est ma propriété, c'est chez moi, c'est mon État », c'est stupide. Ça finit mal. Quand je vois le taux d'échec des entreprises, des projets, c'est pas possible normalement. S'en détourner, c'est risquer de voir ses propres efforts anéantis. Et la société tout entière repose sur ces mêmes droits. Aujourd'hui, la majorité peut dire on leur confie un amour. 5 ans après, c'est de la haine. C'est plus adapté pour la personne de vivre cet amour à travers le petit écran plutôt que de l'avoir sur le canapé. Pour un individu, c'est terrible. Au fil du temps, de se voir diminuer face à d'autres. À la fin de cette vidéo, une date s'affichera pour un live sur Twitch pour répondre à vos questions. Et afin de préparer au mieux ces échanges, il y aura aussi une adresse email dédiée et vous pourrez donc l'utiliser pour m'envoyer vos questions à l'avance, ce qui me permettra de préparer des réponses complètes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Je suis Cécile, le fondateur et dirigeant de l'école de théâtre Le Dernier Théâtre. Donc un projet récent, une jeune école à Mont-de-Marsan. Bien sûr, c'est aussi pour présenter nos excuses aux personnes qui ont fait la demande d'inscription. Mais par rapport à ces difficultés de rentrée, nous avons dû reporter les cours au second semestre. Mais aussi, cette vidéo sert aussi de clarification de la situation, mais de partager aussi les bénéfices de ces obstacles surmontés. C'est seulement après qu'on a franchi ce genre de difficultés qu'on peut vraiment savoir ce qui est envisageable. C'était énormément de travail, ça a consommé beaucoup de temps, et le temps qui était nécessaire à cette rentrée a été réduit suffisamment pour devoir reporter
donc la rentrée au semestre 2. Mais aussi, bien sûr, pour vous partager les bénéfices. Donc, pour bien évaluer une action, même un désagrément, hein, il faut voir l'ensemble pour voir quelle est la part positive et la part négative. Hein. Voilà. Faut pas, je pense que c'est pas une bonne chose que de s'arrêter juste à ce qui nous concerne uniquement à nous, de voir ce que cela révèle. Bien. À la fin de cette vidéo, que je vous conseille attentivement de regarder, parce qu'elle est enseignante et instructive, on va dire, pour tout à chacun, je me sens parfaitement inclus auprès de tous, et je ne me sens pas à destin d'exclusion. Voilà, je me sens, la vie m'amène plus près de vous que m'en éloigne, qu'elle m'en éloigne. Donc, c'est un bienfait, hein, c'est pas un problème, au contraire. Hein, c'est très agréable de se rapprocher des personnes, de se sentir mu par une idée d'inclusion. Donc, à la fin de cette vidéo, une date s'affichera pour un live sur Twitch pour répondre à vos questions. Et afin de préparer au mieux ces échanges, il y aura aussi une adresse email dédiée et vous pourrez donc l'utiliser pour m'envoyer vos questions à l'avance, ce qui me permettra de préparer des réponses complètes. Donc, malheureusement, et c'est important parce que c'est un point d'orientation et déclencheur de beaucoup de phénomènes, mais aussi de cette vidéo. Donc, malheureusement, bien l'école a dû franchir des obstacles liés à un saut d'obstacles de base, c'est-à-dire ce que j'appelle l'obstacle français. Et heureusement d'ailleurs qu'on a pu les franchir, ces obstacles, grâce à des outils modernes. Mais malheureusement, le temps consommé, nous sommes contraints de reporter ce semestre donc à janvier. Donc les cours débuteront donc en janvier. Les dates sont précisées dans notre brochure, rayon second semestre ou sur notre site internet. Et encore une fois, pour ceux qui ont subi des désagréments, on s'en excuse. Janvier, ce n'est pas très loin. D'une manière globale, on pourrait dire que ce qui nous amène à faire cette vidéo, et cette vidéo elle-même, pourrait avoir comme titre « Sortir du pessimisme » ou « Comment sauter l'obstacle français ». Pour ma part, j'ai eu de la chance de vivre dans un pays européen autre que la France et qui dispose des mêmes atouts pour le sujet que je vais aborder dans cette vidéo. Donc dans ce pays, j'ai bénéficié d'une instruction claire, sans interprétation grossière ou déformée des réalités du monde. Bon, dispensée par des personnes ayant accès à des outils et des connaissances modernes. C'est-à-dire que s'ajoute à la tradition et l'expérience une autre forme plus moderne d'enrichissement, c'est une approche plus scientifique. D'accord ? Pour bien comprendre les phénomènes de ce monde aujourd'hui, il faut aussi comprendre que s'ajoute à la tradition. Voilà. Mais il faut connaître aussi l'histoire de la connaissance. Il faut pouvoir accéder aussi à cette forme plus précise de compréhension. Alors, je dirais que la nature humaine, de ce que j'en ressens, pour le plus grand nombre d'ailleurs, est ainsi faite que lorsqu'on sait, qu'on découvre quelque chose, eh bien, la transmission de ce savoir est un bienfait pour soi déjà, c'est presque un empressement de le partager.
Donc j'ai pu appliquer ces connaissances et connaître un certain succès dans la réalisation de projets. Alors, non pas parce que j'étais ou je suis meilleur que les autres, bien au contraire. Hein. Je vous garantis que je suis d'une intelligence des plus moyennes, mais grâce au bon droit, à la connaissance et aux acteurs sociaux, à la conscience élevée aux nécessités de cette époque et qui m'ont accompagné, j'ai pu vivre une expérience, des expériences à succès, sans grand stress ajouté. Pour mon histoire avec la France, alors c'est un retour assez significatif pour moi, car dans ma jeunesse, j'y ai vécu, et j'ai très vite conclu que ce pays était destructeur de valeurs. Aujourd'hui, je suis fier d'y vivre, et c'est précisément grâce aux acquis que la France n'aurait pas su m'offrir que je peux désormais répondre à un phénomène aliénant, réifiant et qui y perdure. Je le fais aussi parce que j'ai gardé en mémoire mes amis d'enfance, de bons jeunes, que la France a broyés. La France reste un privilège. Sa structure, de la cité au département, à la régionalité, à la nation et l'internationalité vous porte au monde. La langue française est une langue complexe. C'est une chance, mais ça demande aussi une application sérieuse. Une chose essentielle à retenir, donc la France, elle reste un privilège. C'est une chance, vraie, véritable, pour tout un chacun. L'ensemble de ce qui fonde ce pays vous aime. C'est un pays dont les avantages pourraient vous offrir à tous une vie des plus profitables, riche et épanouissante. Dans ce pays, les héros, c'est vous tous. Pour faire en sorte que cette situation actuelle change, seules quelques personnes suffisent pour montrer les voies qui s'offrent à nous. Et pour ceux qui doutent, eh bien, sachez que si ce monde était dominé par la brutalité et le chaos, personne ne serait en vie pour en parler. Et enfin, pour les rageux, alors l'atrophie du biceps ou la construction de barricades ne protège que vous. C'est un enfermement de plus. Oh, rien de cette flamme n'aura d'effet. Pour la chose qui nous concerne tous. Donc c'est donc un jour important pour moi, car j'ai la chance de réaliser cette vidéo, à cause et grâce aux événements récents, pour vous apporter une expérience rare en France. Cette expérience permet d'abord de discerner les points de friction ou de blocage que chacun rencontre. Ensuite, elle permet de comprendre que c'est l'avenir même de vos familles, de vos enfants et de tout individu qui est en jeu. Mon objectif est de vous montrer comment s'en détourner de ces frictions, de ces blocages, mais aussi de les comprendre, parce qu'il faut les résoudre. Pour ma part, vous me donnez un petit peu de légitimité. On dit « l'œil de l'étranger voit ce que l'œil du natif ne voit pas ». Ça va pas, ça va pas me donner non plus une onction d'infaillibilité.
Donc, rentrons un peu plus dans le sérieux. Cette vidéo suit à une logique de responsabilité. Suite aux événements, d'ailleurs, que l'école a traversés, l'école de théâtre a traversé, vous allez voir, donc, des choses proprement inscrites dans le processus de chacun qui pourrait ou qui rencontre actuellement en France. Donc c'est dans un but de clarification et de partage des obstacles rencontrés et de moyens qui nous ont permis de les franchir. C'est un exercice complexe, mais nécessaire et instructif, d'expliquer non seulement le contexte, mais aussi la source. L'exercice professionnel, civique, responsable, impose donc un devoir d'analyse et de justification des choix et connaissances acquises et appliquées, des pratiques mises en œuvre et des finalités recherchées. Cette démarche complète expose des connaissances nouvelles pour beaucoup, je pense, issues d'une expérience unique. Elle relève également des bénéfices pour tous, en offrant l'opportunité d'en comprendre le sens et d'en renforcer ses connaissances pratiques. Vous aider au choix important que vous allez faire ou que vous ferez dans un système qui est celui de la France. Les points que nous allons aborder. Donc, dans ce chapitre, nous n'aborderons pas la pédagogie ou les thématiques des cours de l'école. Ces informations sont en effet détaillées dans nos brochures. Nous avons fait un travail de fond et de communication importante. Nous allons plutôt nous concentrer sur d'autres facettes d'un projet, à savoir ce qui compose un projet aujourd'hui qui amène au succès. Donc son objet, on va passer par les directives et ses politiques. Donc son objet, on va dire, c'est ce qui est visé. Les directives issues de la connaissance nous guident. On doit y répondre. C'est aussi des valeurs. Ça permet de renforcer la quantité, on va dire, la qualité des valeurs qu'on va transmettre, puisqu'on rend un service. Et comment, donc la pratique politique qui englobe tout ça. Puis on verra ce que je nomme l'obstacle français par la comparaison avec le développement de projets dans un autre pays d'Europe bénéficiant des mêmes droits. L'objet de l'école de théâtre, le dernier théâtre, est, à travers la discipline théâtrale, être au service des individus dans son parcours d'apprentissage, de la découverte de soi, du monde, de son histoire, et de l'acquisition du savoir. Les directives de l'école. Donc une directive est une contrainte imposée auquel il faut répondre dès lors qu'une action est mise en œuvre. Donc accessibilité des services. Je me sens aller de l'avant par un sentiment d'appartenance et pas par un sentiment de différence. On a des différences, mais une grande part me semble être quelque chose qui nous ressemble tous. La qualité des services. Très important. Et la troisième directive, inclusion et participation citoyenne et solidaire. Ces trois directives sont une combinaison indispensable pour réaliser un projet à forte valeur, donc durable, donc solide, avec son lot de découvertes et de bonheur pour tous. Donc, l'accessibilité des services. On va faire des points où je vais amener élément par élément. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-uns
que je vais introduire, qui vont permettre cette relation entre ces différents points pour donner une image claire de ce qui est attendu et des bonnes recommandations à suivre. Donc, rendre un service accessible. Ce qu'il faut offrir aux bénéficiaires, c'est le moyen d'en comprendre son intérêt du service, d'expérimenter le service un certain nombre de fois, de comprendre la ressource nécessaire à la réalisation du service, de valider le service dans son ensemble et de participer au maintien du service, du produit, bien sûr. Analogie de la fraise, alors c'est très intéressant quand même on peut trouver des situations analogues pour illustrer. Donc si on aime les fraises, si on aime les fraises, cela ne signifie pas que toutes les fraises sont savoureuses, mais nous ferons plus facilement confiance à un lot que nous avons goûté à plusieurs reprises. C'est après ces étapes qu'un bénéficiaire acceptera le coût réel de sa satisfaction, et donc de participer au maintien de ce service ou produit, ou à sa suppression. Donc c'est bien l'utilisateur, le consommateur, qui doit au bout apporter sa volonté de faire perdurer une telle pratique qui charge la société d'une organisation spécifique de la consommation de ressources, de temps et de moyens. Donc toujours dans les directives, la qualité de service, donc cette directive exige pour l'école de théâtre, donc cette directive exige de nos services de correspondre aux valeurs attendues de son temps, pour ne pas transmettre des erreurs déjà résolues, des incohérences, et induire en erreur l'apprenant. Ce point est abordé dans l'ensemble de nos publications, et la valeur de nos services de l'école aujourd'hui est reconnue et exprimée par les bénéficiaires eux-mêmes dans les commentaires actuels. C'est une étape, il ne faut pas s'en satisfaire, bien sûr. Bien. Troisième directive, l'inclusion et la participation citoyenne et solidaire. Cette directive d'inclusion, de participation citoyenne et solidaire garantit la haute valeur des services proposés et la pérennité d'un projet. Elle participe à la réduction des injustices, au renforcement des droits fondamentaux de l'individu et l'élévation des consciences. Bien sûr, améliore la qualité de vie de tous. C'est de l'introduction pour l'instant. Vous allez comprendre tous les bénéfices que cela et d'où ça vient et pourquoi c'est important pour chacun. Donc, les politiques d'application, je vais où? Je me base sur quoi? J'y vais comment? J'y vais comment? C'est la politique. La mise en pratique des directives donc, se traduit par les politiques. Donc on a, là je vous expose, la politique de tarification adaptative. Retenez bien ce mot. Politique de tarification adaptative. En comparaison avec une tarification rigide ou prix plein appliqué, et ce que cela implique. Je vais revenir sur ces points, d'accord, ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont perdus déjà là par rapport au concept utilisé. Puis après, donc au niveau des politiques, la politique d'inclusion. Donc le lien entre propriété, droits fondamentaux, respect des individus, ouverture à la pratique et de facto au savoir et l'importance du choix du statut juridique d'un projet. Alors, je ne vais pas faire tous les statuts, non, je suis le programme que l'école a mis en place pour vous montrer la pertinence des choix qui pourront certainement vous éclairer aussi dans vos choix. Donc, la tarification adaptative, donc une des politiques de l'école, c'est un mécanisme qui dissocie le prix de vente final d'un prix plein.
Le prix plein est déterminé par la répartition des charges, moyennant le temps à exercer le service sur une année d'exercice pour trouver l'équilibre financier. C'est un prix, ça vaut ce que ça vaut, d'accord ? Tandis que la tarification adaptative introduit un système de financement compensatoire. Donc de ce prix plein, on trace une ligne, on sépare, d'un côté c'est le prix de vente, de l'autre côté c'est un financement qu'il faut rechercher. Donc revenons un peu sur l'analogie de la fraise, donc tout comme les fraises, ou tout comme pour les fraises, avant de pouvoir s'accorder sur le coût réel d'un service, donc le prix plein, le bénéficiaire doit d'abord en faire l'expérience à plusieurs reprises. Ce n'est qu'après qu'il lui est possible de lui présenter les éléments, les ressources nécessaires à la réalisation du service qu'il consomme et faire valider ce service dans son ensemble et de son coût réel. Ce n'est pas dire « je vous fais un prix, mais après il faudra payer la somme compensatoire ». C'est pas ça, d'accord ? Donc c'est seulement à ce moment que le bénéficiaire, ayant décidé que ce service est nécessaire à sa vie, il peut y consentir et participer aux actions générant le financement compensatoire. Donc, petit rappel de ce qu'est un bien. Un bien vient un peu du monde grec, défini par une trilogie successive de effort, contemplation, réjouissance. Et on ne peut pas les mettre dans un autre ordre, c'est comme ça. Petite distinction avec ce qu'on appelle le prix d'appel. Si vous connaissez le prix d'appel, quelque chose qu'on a déjà entendu, je pense, plus facilement que tarification adaptative, donc qui date d'une époque où la compréhension des mécanismes était assez limitée. La tarification adaptative en est issue, bien sûr, pourrait historiquement lui accorder ce lien. Elle est cependant une version beaucoup plus évoluée et respectueuse. Voyons ce que un prix plein serait, si on l'applique en prix de vente, dans certains nombres de cas, et normalement dans des projets importants, aurait comme conséquence. Donc, plusieurs facteurs rendraient le service inaccessible au plus grand nombre, déjà. Pourquoi ? Parce que, lié à la disparité des revenus, les budgets limités ou clos des bénéficiaires, et le manque d'expérience vis-à-vis de l'offre. Donc le projet, en tout cas le service, deviendrait exclusif. Car accessible uniquement à ceux pour qui ce prix représente une dépense insignifiante. Pourquoi insignifiante ? Parce qu'on retrouve, par rapport à l'analogie des fraises, la même chose. C'est-à-dire que, puisque l'expérience de départ n'est pas suffisante pour que les bénéficiaires vous accordent une place dans leur budget d'importance, et puis de plus, pour assurer une rentabilité suffisante, due au nombre restreint de bénéficiaires, et pour que le prix reflète un niveau d'importance de service suffisant, il sera revu à la hausse, ce qui exclurait définitivement la majorité du public. Donc vous avez 100 personnes autour de vous, il n'y en a que 5 qui seraient visées. Vous voyez ? Et puis aussi, de quelle relation vous aurez avec vos bénéficiaires ? Être considéré une dépense pas plus importante que l'achat de cacahuètes, et le parcours serait le même avant de vous inclure dans un budget d'importance. Et de plus, il y a un effet social, commercial qui s'introduirait, puisque vous serez dépendant d'un petit nombre, de vous soumettre à des formes de courbettes. Voyez ? C'est pas agréable. Surtout dans un projet qui bouge, qui évolue avec son temps, qui demande des adaptations, des compréhensions de vos bénéficiaires. Il va falloir supporter beaucoup de choses pas forcément agréables.
Toujours dans les politiques de tarification adaptative, afin d'amener des éléments de compréhension, il y a le droit comme fondement des politiques. Avant l'exemple de vous démontrer l'application de la tarification adaptative, d'accord, il est important de comprendre ceci. Donc, comme toute politique digne de ce nom, elle découle directement des droits fondateurs de nos sociétés. Ce n'est pas un simple aspect technique, mais un principe qui s'intègre naturellement dans tout projet. Il est donc crucial de comprendre la directive ou la logique directrice qu'elle impose à tous et à tout projet créateur de valeur. On a déjà fait le tour des mots qui seront utilisés tout au long de cette vidéo, de cet exposé, d'accord ? Voilà. Je vais appuyer la définition de chacun au fur et à mesure. Donc, pour rappel, le droit est défini comme l'ensemble des règles impliquant une répartition équitable de biens, de prérogatives et de libertés. Donc, l'importance de ces piliers fondamentaux. Ces droits fondamentaux vous lient à des forces qui soutiennent toute construction durable. Sans détourner, c'est risquer de voir ses propres efforts anéantis. Et la société tout entière repose sur ces mêmes droits. Sans eux, elle s'écroulerait. C'est d'ailleurs un point central de cette vidéo, au chapitre intitulé « Comment on a sauté l'obstacle français », où vous comprendrez que l'affiliation de l'école à ses piliers fondamentaux en est la clé. Vous allez comprendre toute la beauté du droit et ce que ça peut vous apporter véritablement. Donc, la tarification adaptative, on va aller dans son application. La disparité des revenus toujours à considérer, comme les budgets limités et l'expérience insuffisante de l'offre par les bénéficiaires visés. Il est donc nécessaire d'adapter le prix de vente, ce qui impose de facto un financement compensatoire. Je prends l'exemple de l'école, cet été, les stages d'une semaine. Au niveau de la qualité, nous n'avons pas économisé au niveau du dispositif. Vous pouvez attendre de mieux pour un stage de théâtre. Le prix, 200 €, prix plein, sa valeur, sous forme monétaire. Compensation par les sponsors, prix de vente 60 €. Résultat, 120 demandes, 90 inscriptions et tellement de gens qui ont découvert la valeur, déjà du théâtre, de ce que ça peut apporter, dans une forme moderne et adaptée, et des bienfaits. Faut-il maintenir une tarification adaptative? Bien sûr, toujours, pour pour éviter que quiconque se retrouve exclu d'une offre. Ça se pilote, ça évolue, ça se renforce. Si l'on est respectueux, bien sûr, de nos droits fondamentaux, c'est même un devoir envers tous. Si ces droits fondamentaux vous ont donné de la valeur et de la solidité dans vos projets, c'est aussi une relation avec eux de respect. On fait un point sur le financement compensatoire. Le financement compensatoire est un système qui demande une attention et un soin constant. Pour maintenir une tarification adaptative, plusieurs sources de financement peuvent être mobilisées au fil du développement. Et dans le cas de l'école, cela inclut beaucoup d'options. Donc le sponsoring, comme on en a parlé, les réseaux sociaux, l'économie sociale et solidaire, les partenariats, la propriété intellectuelle aussi, qui permet d'augmenter la rémunération d'une personne salariée. Et les produits dérivés.
On le voit, hein, les mesures sont nombreuses dans notre cas. Hein. Donc, le point important est de comprendre que le financement compensatoire nécessite avant tout de la ressource. Cette ressource n'est pas la même tout le temps. Hein. C'est comme ajouter un wagon à une locomotive. Il faut relancer la locomotive. C'est là que ça demande de la force. Après, ça roule. Hein. Vous voyez ? Et on verra aussi l'importance de la reconnaissance de la personne, comment c'est très mal pratiqué en France, et les conséquences que beaucoup, je pense, perçoivent et ont subi. Donc c'est là qu'on rejoint notre politique d'inclusion, car ces ressources humaines sont le moteur d'un projet. Vous verrez que notre manière de mettre en place ces systèmes, issus de l'expérience et du bon sens, diffère énormément des pratiques habituelles en France. Pourquoi ? Parce que toute pratique a un cycle de vie. Et il doit y avoir une remise en question et une adaptation. Pour nous, une adaptation moderne signifie un renforcement des valeurs, des droits, de la reconnaissance de la personne. De plus, un projet comme l'école de théâtre doit anticiper une réalité. Un grand nombre d'individus ne sera pas immédiatement en mesure ou disposé à comprendre la pleine portée de ce qui est exposé ici. Comme pour les fraises. Il faut goûter, il faut expérimenter, il faut valider, ça prend du temps. Or, soutenir une société, c'est précisément accepter le temps nécessaire à la compréhension mutuelle. Par conséquent, pour pallier à cette période d'attente, un projet annexe vis-à-vis du soutien compensatoire et financier des projets de l'école est développé. Ce projet offre des services aux artistes et aura pour mission aussi d'apporter un soutien financier à l'école. Donc toujours dans les politiques, l'inclusion et la participation citoyenne est solidaire. Je vais prendre un aspect un peu connexe. Je vais prendre l'exemple d'un parcours salarial. En tout cas, de ce qui est important de comprendre dans la rémunération personnelle de l'individu. Donc prenons l'exemple d'une jeune salariée. Vous allez voir pourquoi l'inclusion et la participation citoyenne et solidaire est important. Prenons l'exemple donc d'une jeune salariée. Elle perçoit une rémunération qui n'existe que parce que d'autres, des employeurs, des investisseurs, des propriétaires, ont pris des responsabilités et ont engagé des financements en amont. Et des risques. Dans ce rôle, sa propre responsabilité est limitée. Elle prépare, bien sûr, mais n'offre pas les conditions pratiques d'une responsabilité et d'un engagement suffisant pour accéder à plus d'implication dans le processus de production de valeur, de choix politiques, de compréhension, de droits, et qui se situe au niveau des propriétaires, actionnaires, des moyens de production et de services. La responsabilité de l'employeur est de créer ce parcours, de l'offrir. Pour une réelle inclusion, l'employé doit avoir la possibilité de s'inscrire dans un parcours d'évolution lui permettant à terme de devenir investisseur, responsable de sa propre rémunération, vers une forme d'autonomie, mais aussi responsable de la rémunération d'autrui, employeur. Vous dissociez quand même la partie exploitation d'un projet et la partie décisionnaire. D'accord ? C'est lié, mais c'est aussi une chose nécessaire à la pratique de chacun pour devenir un adulte en 2025. C'est la responsabilité aussi donc des employeurs d'offrir et d'accompagner ce type de parcours. Quelles seraient les conséquences de l'inaction vis-à-vis de l'inclusion ? Disons que sans cette vision, nous favorisons un système qui génère de graves dérives. C'est la pérennisation d'une société de classe figée dans le savoir et la richesse.
L'assujettissement est la réification des individus créant des rapports de domination. L'accumulation des richesses par une minorité, menant à l'appauvrissement et à l'abêtissement du plus grand nombre. La stagnation sociale est la multiplication des injustices. Et enfin, cela conduit à des politiques de régulation qui, en voulant corriger ces maux, finissent par réduire les libertés ainsi que la qualité et l'accessibilité des services pour tous. Je vais revenir sur ces points-là. Donc, la pérennisation d'une société de classe figée selon le savoir et la richesse, pour un individu, c'est terrible. Au fil du temps, de se voir diminuer face à d'autres. Qui finit par vous exclure. L'assujettissement est la réification des individus en créant des rapports de domination. On va voir le rapport avec les libertés et le corps, ou la propriété. Ça incombe des choses qui, quand elles ne sont pas comprises, pour les personnes réifiées, d'imposer finalement, d'être dominé. C'est l'esclave qui génère le maître. Croyez-moi, personne n'a envie de le maître de quelqu'un. Et d'ailleurs, quand c'est quelqu'un qui vous dit quoi faire, il n'est pas là non plus pour assumer les conséquences. Enfin, pas toutes. L'accumulation des richesses par une minorité, ben, ça va avec, puisque vous êtes propriétaire, et vous n'avez pas forcément une contradiction qui vous est portée. L'entente devient une entente de clan. Les dérives sont à portée de main. Donc la stagnation sociale et la multiplication des injustices, bien sûr. Au bout du bout, au lieu d'avoir une société qui évolue, on a une dérive, une société dérivante. Et mauvais endroit. Donc l'injustice, oui, c'est terrible. Et enfin, cela conduit à des politiques de régulation, en voulant corriger ces maux, finissent par réduire les libertés ainsi que la qualité de service pour tous. Donc les effets sont pour tous. Au lieu d'avoir des services de qualité, vous allez retrouver encore des choses style mettre du foie gras dans des boîtes plastiques, dans des conditions où la dignité ne franchit pas le seuil de la porte. Et au lieu d'avoir une quantité foisonnante de choix dans des rayons où, on va dire, les produits... un produit qui est correct ne demande pas 10 déclinaisons. Et puis pour la vie des individus aussi, c'est leur bonheur. Aujourd'hui, la majorité peut dire, on leur confie un amour. 5 ans après, c'est de la haine. Le cinéma le sait. Beaucoup de personnes ont besoin de vivre un amour qu'ils ne peuvent assumer, et donc elle est produite à la télé. Il suffit d'un acteur ou d'une actrice pour une polygamie globale. Parce que c'est plus adapté pour la personne de vivre cet amour à travers le petit écran plutôt que de l'avoir sur le canapé. Alors adulte, on peut encore, grâce aux libertés, se séparer, moyennant un coût certain, mais l'enfant, lui, il reste sous cette égide. C'est important aussi la connaissance de l'autre. Qu'est-ce que c'est un être humain? Si on ne sait pas, on fait sa loi, on s'invente une vie, on s'invente des normes. On n'a pas le choix. Il faut bien qu'on ait des éléments. Mais à soi, une personne seule, vous croyez qu'elle peut redéfinir 10 000 ans d'existence et d'expérience? Un enfant qui se comporte comme un enfant, c'est OK. Et un adulte qui se comporte comme un enfant,
C'est malheureux. Un adulte qui se comporte comme une taupe et qui s'enterre dans sa propriété s'exclut par nécessité, par inconnaissance, par manque d'ouverture, par nihilisme. Ah, parce que c'est comme ça, hein, au bout. Le grand nombre vous nie. Soit vous nie, soit vous idolâtre. C'est-à-dire plaque sur vous une image attendue en fonction de leur imaginaire. Mais jamais ils ne prennent le temps de vous connaître. Ils ne peuvent pas. Bien. Donc, toujours dans les politiques, inclusion et participation citoyenne et solidaire, un petit point sur ce qu'on appelle l'injustice sociale liée à la propriété. Vous allez voir, je vais vous apporter ce que c'est une propriété à la base dans les droits fondamentaux, de quoi on parle quand on parle de propriété, pour éviter de pouvoir vous sortir des personnes qui en disent tout un tas de bêtises. Donc, le diagnostic des injustices sociales est posé depuis l'Empire romain. Il s'agit de l'éviction des individus, de la propriété et des moyens de production. Autrement dit, se contenter d'acquérir des biens de consommation, comme une maison, à titre privé, tout en restant un simple usager des services, c'est se priver de toute reconnaissance et de tout accomplissement véritable. C'est pourquoi toute politique d'inclusion, qui ignore le lien vital entre liberté, responsabilité et propriété privée, est au mieux une négligence, au pire une imposture. Donc l'inclusion est l'événement majeur de notre temps, porté par les libertés elles-mêmes. La véritable réussite ne consiste pas à s'évader dans un paradis fiscal, mais à bâtir une société juste, plus juste. Une telle société élira des représentants qui ne sont pas des soldats d'un clan, mais des individus émancipés, au parcours lisible par tous. Ce chemin qui mène des citoyens libres au sommet de l'État peut commencer dès aujourd'hui, avec ceux qui croient en cet avenir. Le manque d'accessibilité aux dispositifs de responsabilité et d'engagement dans la production de services et de produits empêche l'élévation des consciences et défait tout espoir d'attendre de l'individu une expression relevant d'une maturité nécessaire au maintien de la voûte sociale, accentuant ainsi les effets d'injustice. Le droit de vote. Avoir un représentant émancipé, qui sort du clan politique. Donc il a un parcours lisible par tous. J'entends souvent des personnes dire que les élections ne servent à rien. Qu'est-ce qu'une élection? C'est prendre ses baskets, son manteau, une enveloppe et la mettre dans une urne. Même pour déplacer un frigo, il faut faire plus d'efforts. Il y a un aspect symbolique. C'est juste une cale dans une porte qui ouvre la démocratie et votre reconnaissance, et votre inclusion, et votre participation, et votre avis qui compte, votre existence même est reconnue. Mais cette porte ne s'ouvre pas seule. Et elle prépare le terrain, justement, à qu'un représentant soit un être libre, émancipé, et avec un parcours clair. Un politique émancipé ne vous dira pas ce qu'il faut penser. Il accompagnera votre pensée. Pour l'école, notre politique d'inclusion, comme pour l'exemple du jeune salarié, ne doit pas se limiter à l'accès et la découverte des services, mais d'en comprendre la valeur réelle,
puis de devenir co-responsable des orientations de l'école. Ce processus vise à valoriser et à renforcer les valeurs individuelles de chacun, l'élévation des consciences et la formation d'adultes tenant la voûte sociale à l'âge où il faut répondre au présent. C'est précisément cette raison que notre école n'a pas de statut de loi 1901. Ce statut, s'il convient au club de bridge, se révèle désastreux pour des projets majeurs. Ceux qui en ont fait l'expérience le reconnaîtront, le modèle de l'association de loi 1901 est précise, répond à des besoins précis, un cadre précis, un objectif précis. Sans détourner, ça pose problème. Donc ce modèle se dégrade très vite, dans ces cas-là. Il génère un infantilisme exacerbé où la participation devient détestable. L'individu y est noyé dans une chimère collective. Vous êtes des individus, ça n'existe pas. L'être coagulé, là, je ne sais pas comment on l'appelle, le corps social extrémiste. Et la reconnaissance, bien sûr, se limite au mieux à une tape sur l'épaule. Puis, elle place le membre dans la merci de l'arbitraire, suivant l'humeur du président, par exemple. Donc, on peut transiter de fidèle à paria sans ménagement. La seule reconnaissance qui renforce durablement la position sociale et le statut de la propriétaire est responsable des services et des biens consommés, en tout cas dans ses choix politiques et suivis des opérations menées. C'est un pilier de nos sociétés modernes, donc la propriété est l'extension de soi, du corps. Elle garantit que vos efforts sont les vôtres et non ceux d'autrui. Cet engagement mène à une croissance basée sur une connaissance solide, tout en protégeant l'individu des comportements toxiques. Donc, dans le cas d'une société, il y a le pacte d'actionnaires, tout un dispositif qui vous garantit déjà beaucoup de sécurité et le fruit de votre participation, la reconnaissance de votre existence en tant qu'individu, et pas en tant que l'idée qu'on voudrait avoir de vous, d'accord ? Et ça gère aussi les situations où vous n'êtes pas forcément dans de grandes dispositions pour agir, ou quand vous êtes dans une situation de force, ce qui aussi vous permet d'avoir une position importante qui nourrit l'attention des autres. Ne vous laisse pas choir quand ça ne va pas. Donc une politique d'inclusion réelle, telle que celle proposée par l'école, doit donc offrir un parcours clair. Ce parcours permet à l'individu de comprendre et de maîtriser ces étapes pour ensuite les dépasser. L'objectif final est de transformer l'individu d'un simple bénéficiaire ou salarié en acteur co-responsable et idéalement propriétaire des services qu'il utilise. C'est ce statut de propriétaire décrit comme une extension de soi qui est présenté comme le pilier d'une véritable reconnaissance sociale liant l'effort individuel à un accomplissement concret et protégeant l'individu de l'arbitraire. On rappellera ici que même si ce n'est pas toujours explicitement souligné dans les discours sur l'inclusion, la propriété et la responsabilité privée sont des piliers fondamentaux de la liberté et de l'inclusion. Le cadre juridique actuel permet cela, ce type d'intégration. Il n'y a donc pas de frein légal à mettre en place ces mécanismes d'inclusion par la propriété et la participation. Donc, en conclusion, ce qui vous a été exposé, c'est les fondements du projet de l'école sur lesquels elle s'appuie et repose donc sur ces 3 directives: accessibilité des services, qualité des services, inclusion et participation citoyenne. Pour traduire ces directives en actions concrètes, 2 politiques principales sont appliquées. La tarification adaptative, il ne s'agit pas d'une simple option, mais d'une application nécessaire, dictée par le bon sens et le respect des droits fondamentaux. Elle permet de rendre le service accessible au plus grand nombre en dissociant le prix de vente du coût réel du prix plein grâce à un financement compensatoire. Et le financement compensatoire, ainsi que les bonnes pratiques enseignées par la connaissance, encouragent fortement à une politique d'inclusion. Celle-ci doit être un parcours proposé menant le bénéficiaire d'une simple consommation de services à une co-responsabilité, à une conscience des enjeux, lui ouvrant la voie vers la propriété des moyens de service qui pourra protéger son implication, sa valeur, son existence et renforcer sa conscience, son développement,
sa reconnaissance, déjà dit, je crois. Ces directives et ces politiques forment un cadre d'action cohérent, un chemin tracé par l'histoire des sociétés. Donc, petit point sur le salariat par rapport à l'exemple de tout à l'heure. La relation de travail qui se cache sous le contrat de travail, c'est le louage de service. C'est basé sur 3 piliers. Subordination, contrôle et tarif horaire. Contrôle et horaire définis. D'accord ? Et les tâches aussi doivent être définies. Donc quand vous avez un problème avec une société ou votre employeur, on ne va pas juger du cas tout de suite. Le cas ne sera pas traité. D'abord, le juge va vérifier que la relation de travail est bien une relation de louage de service. Votre contrat de travail ou votre fiche de paye n'ont pas grande valeur. On peut avoir un contrat et des fiches de paye et que la relation de travail n'est pas du louage de service. Donc, sera déplacé dans la bonne case. La subordination, ça peut être aussi vu comme une nécessité pour une organisation spécifique, mais c'est aussi une réduction des responsabilités. D'accord ? Donc c'est un cadre très intéressant pour certains aspects, s'il y a une belle compréhension de ce dispositif, mais il ne doit pas y avoir d'abus. Et si on ne comprend pas, l'abus se présente de manière assez rapide. D'accord ? C'est pas parce que quelqu'un fait comme ça qu'il faut faire comme ça. Chaque cas est différent, chaque situation l'est aussi. D'accord ? Voilà. 35 heures de travail, c'est très bien pour un jeune qui découvre. Et quand on arrive à l'âge de la production, aux alentours des 30 ans, c'est pas 35 heures qui est nécessaire, c'est 70 heures. Donc vous voyez, le salariat apporte un aspect, mais ce n'est pas tout. Le reste du temps, on va faire du TikTok. C'est triste. Alors que vous pourriez continuer à développer la branche dans laquelle vous êtes par des développements connexes qui vont, au fur et à mesure, vous apporter une satisfaction autant financière que professionnelle et que de connaissances. Vous voyez ? Donc le salariat, il faut lire les discussions parlementaires sur ça. Hein. Il faut savoir une chose aussi, que pour bien apprécier le monde dans lequel vous êtes, et notamment quand on vit en France, c'est de savoir que ce qui vous aime le plus, ce sont bien les droits fondamentaux, l'État, d'accord, la connaissance. Ces éléments-là vous aiment bien plus que vos parents. C'est à vous de les connaître. Et c'est à ceux qui savent aussi de vous ouvrir la porte de cette connaissance. Ne mélangez pas la personne qui parle au nom d'un État, au nom du droit, d'accord, et le droit lui-même. Regardez par exemple en France, à chaque fois qu'il y a des réformes à mener, on va dire par exemple l'inclusion, ça va durer des années. Ça va durer des années parce que même sur les publications au nom de l'État, vous vérifiez, il manque des éléments nécessaires à la compréhension. Donc c'est pas la personne qui parle au nom de l'État qui compte, c'est l'État lui-même. C'est pas le juriste qui compte véritablement dans ce cas-là. Pour vous, pour votre sentiment d'être aimé, c'est le droit lui-même. Et c'est ces piliers fondamentaux qui maintiennent la société. C'est des forces. Donc si vous apprenez à les connaître, à vous en faire des amis, vous allez apporter de la solidité dans vos vies. Parce que là, on parle de piliers qui ne tiennent pas juste un projet local ou une boutique. Ce sont des piliers qui tiennent des nations. Gorgés de valeurs et de recommandations. Donc quand je parle d'apporter à un salarié la compréhension des directives, des choix politiques, des choix économiques, c'est pas lui apporter un challenge pour devenir responsable de la production, hein. C'est pas ça, c'est l'aspect propriétaire, hein. D'accord ?
Et ça se gère, suivant la capacité, l'exercice, les habitudes ou l'expérience de la personne. Mais ça doit être ouvert pour tout le monde. Le modèle de « je suis, c'est ma propriété, c'est chez moi, c'est mon état », c'est stupide. Ça finit mal. Et se sentir exclu ou se sentir différent des autres, meilleur que les autres, parce qu'on a un ressentiment profond d'avoir mal vécu certaines relations sociales, c'est parce qu'il y a une blessure que vous vous éloignez. Mais le processus naturel, c'est de vous rapprocher des autres. Bien. On arrive à la deuxième partie, donc l'obstacle français, et après on fera le saut d'obstacle français. Donc le cas que je vais exposer vise à démontrer la nature de l'obstacle français. Celui-ci freine l'émancipation des individus, une émancipation pourtant nécessaire, à l'élévation des consciences et à l'avènement d'une société plus juste et dynamique. Cet obstacle réside, selon moi, selon l'étude, selon ce que je vais vous partager, dans l'incapacité et le manque de conscience des politiques, ainsi que des propriétaires de moyens de production, à soutenir les réformes sociales et les dispositifs concrets d'inclusion. Pour le dire simplement, les enjeux de notre époque semblent n'être que une vague idée, et non un sujet maîtrisé. Comprenez que dans un système surtendancé, il y a des éléments d'ordre de priorité, et on le dit, vous connaissez, il faut savoir mettre ses priorités dans l'ordre. Bon. Ce dont on parle est prioritaire. Et en France, communiquer de manière prioritaire, avec un manque concret de contenu, et appliquer de manière très minoritaire. Ce qui crée un désordre dans un système de sens. Pour illustrer ce propos, je m'appuierai sur une comparaison entre deux expériences, deux projets, sous l'égide des mêmes droits, l'un mené au Luxembourg, par moi et d'autres, et l'autre en France, afin de comparer deux systèmes identiques. Il s'agit de deux cas de projets à fort impact social et à forte valeur, axés sur des nécessités premières, si l'on considère qu'un être humain est plus qu'un simple estomac. Ces projets ont été portés donc par des personnes ordinaires, sans privilège, si ce n'est que le privilège de vivre dans un pays qui vous offre un certain privilège par rapport à d'autres, qui vous aime par ses connaissances et son droit. Afin de saisir les conséquences directes de l'obstacle français sur ce qui nous concerne tous, je m'appliquerai à décrire un parcours sensé et commun à tous, qui vous permettra de juger de la pertinence du projet et de la valeur et de la perte de valeur que cela engendre. Ensuite, je vous exposerai les solutions de contournement qui s'offrent à nous aujourd'hui et qui, dans notre cas, nous ont permis, à l'école en tout cas, de franchir l'obstacle français. Donc le cas luxembourgeois, ce cas est issu de mon expérience au Luxembourg, dans un pays européen, partageant une histoire commune avec la France. Ce cas permet d'isoler la seule différence avec la France, que sont les politiques d'accompagnement des nouvelles réformes menées ces dernières décennies et au niveau des consciences des enjeux de cette époque. On va aller de plus en plus au point chaud et préciser, nous apporter à connaissance ce qui, à mon sens, par rapport à l'expérience vécue, où est le problème. Donc, comprendre le système de valeurs, déjà, c'est très très important. Donc, comprendre le système de valeurs, cela, comprendre l'ordre de développement d'un projet. Un projet qui crée un service ou un produit est censé distribuer de la valeur. Mais laquelle? Donc, quelle est la source de la valeur? On va faire un point là-dessus pour bien s'entendre. Donc, la valeur fondamentale découle des individus, de l'individu. La propriété permet, la propriété première et fondamentale,
c'est la propriété représente votre corps. C'est ça la propriété. C'est ça la propriété à la base. D'accord? Le reste n'est qu'une extension. Pourquoi? Parce que le corps, par l'essence, est ce qui vous ramène à la vie à chaque instant. En être privé, c'est être privé de l'outil même de la transmission de votre valeur. Donc par extension, la propriété immatérielle d'un projet, par sa vie, ses sens, vous amène à l'élévation de votre conscience, à la vie d'un être responsable. Comprenez le principe? Donc, la liberté est le dispositif qui protège cette propriété. Elle empêche l'assujettissement, c'est-à-dire qu'elle vous garantit de ne pas agir sous l'ordre d'autrui et vous laisse la possibilité de découvrir la valeur potentielle qui est en vous. Vous arrivez quelque part, dans un lieu, on vous dit, bon ben, mets-toi à l'aise, découvre. Puis on en discutera, si tu veux rester, qu'est-ce qui t'inspire, comment tu veux fonctionner, si ça peut correspondre, vous voyez. Dans un autre cas, vous arrivez, bon ben, il y a une règle, c'est comme ça, faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. Vous n'avez pas de possibilité d'exister autre que par votre fonction, l'utilitaire. Vous êtes assujetti et réifié. Donc c'est le corps par l'essence qui vous ramène à la vie. Et c'est ce corps aussi qui vous permet de transmettre cette valeur potentielle que vous avez, qui vous garantit un droit, des droits fondamentaux. Comment connaître cette valeur potentielle? Dans mon éducation, on utilise une forme de tradition. Lorsqu'un grand-parent décède ou une personne proche, l'immense tristesse ressentie dépasse le simple perte des bénéfices que la personne vous apportait. Et là, on nous explique que cette douleur est la manifestation d'une perte importante qui est la valeur de cette personne. L'enseignement est le suivant: si l'on reconnaît cette valeur immense chez une personne, on doit comprendre que chaque individu la possède. Le but de notre parcours donc sur Terre devient clair, et alors de trouver la volonté de transformer cette valeur potentielle en un acte de transmission. Comprenez l'importance, la différence qu'entre la baraque, qui ne nous apporte pas plus de force et de civilité au final, alors que être propriétaire d'un système inclusif dans la production des services et de biens, tout en étant moins coûtant, vous renforce d'autant plus. Donc, conséquence, la valeur dans un projet. Donc, ainsi, chaque individu personnel, chaque individu, professionnel ou citoyen, qui s'inscrit dans la création d'un projet, il transmet sa valeur potentielle. Vous voyez, donc l'inclusion, puisque le service ou le produit, c'est une transmission des valeurs, l'accumulation de ces valeurs et la qualité de la valeur, comment elle est formée, qu'est-ce qui compose cette valeur en amont, qui va permettre une distribution, vous voyez, l'importance, comme des couleurs en fait. C'est cette transmission qui garantit au projet la plus haute des valeurs. Ce sont ces valeurs qui offrent au monde et à l'économie la stabilité, la garantie des droits fondamentaux, une qualité de vie, même en période difficile. Parce que la société, le monde va traverser forcément des hauts, des bas, vous voyez. Donc l'obstacle français, le cas luxembourgeois, donc les étapes à succès d'un projet. Donc je l'annonce. Quand je vois le taux d'échec des entreprises, des projets, c'est pas possible normalement. Il ne peut pas y avoir d'échec. Non, vous allez voir. Pourquoi l'échec n'est pas possible dans le monde. Donc, je prends le cas d'un projet que j'ai monté, que j'ai participé. Donc, ce projet avait pour objet de rompre l'isolement et la monotonie des personnes en fragilité par l'intervention de comédiens formés aux différentes pathologies et contextes d'intervention. Luxembourg,
Donc première étape, c'est la conception. La deuxième étape, c'est l'audit. La troisième étape, c'est le référendum citoyen. La quatrième étape, c'est le financement de départ. La cinquième étape, c'est le formalisme constituant. Comme une échelle, il suffit de suivre, vous allez voir. Donc conception, c'est l'écriture du projet, la réflexion, les recherches, bref. La faisabilité entre les personnes qui sont porteurs du projet. Dans ces cas-là, on était 3. L'audit. Là, on confronte son projet à des professionnels, droit, fiscalité, professionnels du milieu dans lequel on veut intervenir, ou rendre un service, bref. Donc là, on a aussi un apport de valeur important. Le référendum citoyen, pareil, donc la position des personnes par rapport au projet, ce que ça demande en termes de ressources, etc., ce qu'ils en pensent, et encore une accumulation de valeur. Financement de départ, participation, donc validation des citoyens, des partenaires, en encore une accumulation de valeur, ça rend le projet très fort et très solide. Et après, on parle constitution et les opérations et l'action. Okay. Donc, ces étapes ne sont pas juste un itinéraire optionnel, elles sont absolument indispensables. Il faut être clair et dogmatique. Chaque étape, que ce soit de la conception de l'audit, de la validation citoyenne à la recherche de fonds, est une garantie que la valeur ajoutée sera réelle et que la qualité sera présente, que les objectifs seront maintenus. En clair, ignorer ces étapes, c'est simplement faire preuve d'ignorance ou le reflet d'un environnement déficient. On a cette connaissance, on le sait, ce qui est nécessaire, et il n'y a aucune excuse pour s'en passer. Chaque étape est une condition sine qua non pour assurer la qualité et la réussite d'un projet. Et vous rendre heureux au final. Donc, nos droits sont corrélés. Les piliers de votre société sont avec vous à ce moment-là. Et vous allez voir pourquoi. On arrive à l'étape 2 du projet, je fais un point là-dessus, c'est l'audit, parce que c'est là qu'on a perdu la France. Étape 2. Donc, cette étape consiste à solliciter des professionnels, donc juristes, financiers, fiscalistes. Et donc, par rapport au projet dont je vous ai parlé au Luxembourg, donc là, ce sont les professionnels impliqués par rapport au milieu d'intervention. Donc, il est crucial de comprendre qu'à ce stade, aucune entité juridique n'est encore constituée. Le projet est porté par des individus. Par conséquent, aucun service ne peut faire l'objet de facturation. L'étape du financement se situe bien en aval. Alors, comment des professionnels peuvent passer du temps gratuitement? Alors, il y a une époque, ça se faisait. D'accord? Ça se faisait parce que c'était du bon sens. Parce qu'une génération, on va dire la génération née pendant la guerre ou avant la guerre, avait naturellement connaissance de cela, le pratiquer. Donc ceux qui dirigeaient cela jusque dans les années 70, voire 80, la politique était déjà inscrite. Vous pouviez demander ce genre de choses, ça se faisait. Après, on est passé par une phase de comptabilité extrême. Mais bon. Cet accompagnement se transforme en un premier rapport de valeur ajoutée, assurant la solidité et la pertinence du projet avant même tout financement. C'est là qu'intervient le devoir d'engagement. Si le projet est soumettant, parce qu'il révèle d'une nécessité commune, l'auditeur s'engage comme partenaire. Son devoir, au service de l'intérêt commun, garantit en retour les intérêts particuliers. Comprendre le rapport entre intérêt commun et particulier. Vous voyez, l'État, c'est pas Dieu. Vous n'êtes pas un enfant, et l'État, c'est votre père ou votre mère qui vous nourrit. C'est pas que ça. D'accord? C'est sortir de là. Donc, il y a un effort vers le commun pour garantir ses intérêts particuliers. Et défendre ça. Donc, c'est tout à fait cohérent. Donc, le blocage français est l'ironie de la situation. Donc, en France, on n'a jamais franchi cette étape. Systématiquement, donc, par contre, les employés, jeunes employés, percevaient l'importance du projet, ils étaient sensibles à ça, ils sont aussi sensibles à leur époque, c'est normal, il y a des choses qui pressentent, d'ailleurs avec enthousiasme. Alors leurs responsables ont posé une fin de non-recevoir, sans justification, bien sûr. Voilà. Donc en France, cherchez ce dispositif, si vous le trouvez, appelez-moi. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que ce blocage, par rapport à l'audit,
est d'autant plus absurde parce qu'un outil, encore une fois, le bon droit est là, hein, existe précisément pour ce scénario, c'est le mécénat de compétences. C'est introduit pour que ça soit clair. Hein. Il permet à des professionnels, via une association, par exemple d'intérêt général, de fournir cet audit sans facturation, d'accord, à ces porteurs de projets. Ça offre des droits, enfin des avantages fiscaux, ça offre des avantages fiscaux. Et là, on va aussi retrouver une partie, ce qu'on pourrait appeler le problème structurel français, donc des structures de dernière génération qui permettent justement d'accompagner ces réformes sociales et cette inclusion. Donc là, l'association d'intérêt général qui va permettre justement ce mécénat de compétences, pareil, il faut se lever tôt, je pense, pour en trouver une. Bien. Étape 3 d'un projet, dans des bonnes conditions. Donc on n'est déjà plus en France. Hein. Donc, cette étape, donc c'est une étape généralement réalisée par une association dédiée au soutien, au développement et à l'accompagnement de la participation citoyenne. Donc exposition du projet aux différents groupes sociaux, récolte des volontés exprimées et production standardisée des données recueillies. C'est très important, encore une fois, hein, transmission de valeurs, voilà, inclusion. Donc dans cette optique théorique largement reconnue, la qualité des valeurs introduites dans l'économie est un facteur essentiel pour assurer la stabilité économique et sociale durablement. C'est là qu'intervient la validation citoyenne. Elle permet de s'assurer que les valeurs produites sont réellement pertinentes et ancrées dans des besoins de la société. En d'autres termes, ce n'est pas seulement un point de vue, hein, mais une approche soutenue par les théories économiques contemporaines. Donc la validation citoyenne est un levier essentiel pour garantir que la qualité prime, contribuant ainsi à une économie plus solide et équilibrée. Ça permet aussi déjà préalable de faire connaître votre projet, ça permet aussi de gagner pas mal de temps sur des étapes de compréhension de ce que vous proposez, sur quoi ça s'appuie. Oui, c'est indispensable. La valeur des individus qui se positionnent sur vos projets, mais comment s'en passer? Puisque de toute façon, à terme, vous serez obligé d'aller rechercher cette validation. Donc, et quand on réalise tout ça uniquement soi-même, c'est sûr qu'à un moment donné, on n'a peut-être plus envie de partager son projet. Vous voyez, on n'a pas suffisamment ce rapport à l'autre garantissant des succès et vous rapprochant des individus. À quoi sert de faire un État, alors? À quoi sert de faire société? Revenons à la base de la violence et des clans, et je sais pas. Donc, cette étape réalisée donc, par... alors, financement de départ, étape 4, très important. Donc là, c'est pareil, hein, la France n'est déjà plus en course. Hein. Étape réalisée par une association de l'économie sociale et solidaire dédiée à la recherche de fonds de financement de projets d'impact sociaux, sociétal, culturel, etc. Hein. Et donc, du coup, c'est une association, on parlait de fundraising, donc directement. Alors, cette association, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle fait des dons directs, hein, puisqu'elle fait de la recherche de fonds. Elle prend en charge aussi juridiquement les promesses de dons des partenaires privés et les collectes de fonds vis-à-vis de la troisième étape, celle en rapport aux citoyens qui se positionnent et qui soutiennent ce projet. Donc c'était beaucoup plus facile de récolter des fonds et sans que ça soit une sinécure. Alors, donc l'étape 5, donc création, on est au formalisme, hein, donc création de l'entité morale, intégration des partenaires, récolte des financements de départ et des promesses de dons, signature des conventions, planification de démarrage, formation aussi, ça fait partie, hein, parce que même si on est au fait de choses suffisantes pour amener ce projet, il vous manquera quand même donc par rapport à l'objet du projet que j'ai mené au Luxembourg, donc là c'est des formations aux exigences protocolaires et connaissances imposées des différents lieux ou contextes d'intervention. dont les partenaires ont contribué. Oui. On n'a pas manqué de ressources, que ce soit humaines, de connaissances. Enfin,
Donc le petit bilan, donc investissement personnel de départ, 0 € hein, dans ce cas. 500 000 € de dons annuels privés, constants. 6 emplois créés. Reconnaissance d'utilité publique. 15 structures conventionnées. Intégration de 5 nouveaux contextes d'action. Permettant aussi, donc, du coup, au niveau du statut, de bénéficier de ce qu'on appelle les sociétés d'impact social et sociétal, conçues par la France, jamais mis en place pour idée. Il faudrait demander, mais d'après ce qu'on m'a dit, mais je ne suis pas sûr, je ne peux pas vous le garantir, que ça serait non appliqué en France pour une histoire de maturité. Vous voyez? Donc ça veut dire que vous avez une société, vous êtes actionnaire, vous êtes salarié, et une part du capital correspond à ce qu'on pourrait imaginer sur les avantages d'une association de loi 1901. Donc vous avez la garantie que tout ce que vous avez fait vous sera une reconnaissance juste, durable, quoi qu'il arrive. Donc l'obstacle français, encore, donc en conclusion, donc la comparaison entre l'expérience luxembourgeoise et la tentative française est sans appel. Elle démontre que pour des projets identiques et sous l'égide des mêmes droits fondamentaux, l'obstacle français n'est ni légal ni économique, mais structurel. Donc les 16 associations qui devraient faire ce travail, et de mœurs en fait, de pratique. Donc les petits nombres d'acteurs importants, propriétaires d'entreprises, n'ont pas la contradiction nécessaire pour se remettre en question. Donc ils restent sur un modèle figé, ancien. Ils appliquent. Voilà, le système d'amélioration passe par un système de contradiction. On s'élève comme ça, et de son nombril, on en fait un toit pour tous. C'est normal, puisqu'on est le centre de nos perceptions, puisque le corps s'étend, parce qu'on est en relation d'eux, puisqu'on a des responsabilités. Eh bien, ce nombrilisme devient une conscience plus large. Vous voyez? Importance de l'expérience. C'est pas juste partager un bout de fromage. Donc, le blocage français réside dans l'incapacité des responsables politiques et propriétaires des moyens de production à comprendre et à appliquer un ordre de développement logique. Le succès luxembourgeois prouve que la réussite d'un projet à fort impact social repose sur un respect des valeurs claires. Donc les valeurs découlent de l'individu, corps, liberté, et de sa capacité de transmission. Le développement suit des étapes dogmatiques, audit, validation citoyenne, financement, puis formalisme. Donc l'échec français est cristallisé à l'étape 2, l'audit déjà. Alors qu'au Luxembourg, les partenaires ont reconnu leur devoir d'engagement face au projet soumettant, avant même sa création formelle. Donc les responsables français, eux, sont bloqués dans ce processus. Le bilan luxembourgeois, donc comme je l'ai dit, 500 000 € de dons, 6 emplois créés, reconnaissance d'utilité publique, bref, un succès extraordinaire. Et de vivre ça, c'est cool. Donc ce n'est pas un miracle, c'est le résultat prévisible d'un environnement qui comprend les enjeux de l'inclusion et applique le processus censé, se sent parfaitement aimé par le droit, l'histoire et la connaissance, au-delà même des interprétations de ceux qui peuvent le représenter, bien sûr. L'obstacle français est donc un blocage de l'élévation des consciences au niveau des instances dirigeantes qui empêche la création de valeurs pour tous. Donc j'avais pas tort, étant jeune, de fuir la France, puisque si on n'est pas là-dedans, c'est qu'on détruit. On détruit surtout l'individu, son existence et sa capacité à transmettre. Alors, je vais prendre un exemple pour vous que vous représentez vraiment quelque chose qui pourrait être compris de tous, c'est le bon jeune. Là. Donc, ce que cet obstacle en France signifie concrètement, c'est l'impasse pour toute personne sérieuse et respectueuse dans sa démarche. Donc, un cas d'école, justement. Donc, prenons le bon jeune, structuré, il fait tout comme il faut, il comprend le système des valeurs, il se réfère au bon droit, il découvre sa propre valeur, les phénomènes du monde, comprend ce que c'est la chose publique, c'est à partir de l'expérience, de ses inspirations profondes, d'accord, et le discernement,
créer un système de projets et d'actions qui, par les canons de transformation de la société, euh, impacte ce qu'on appelle la chose publique, donc la res publica. C'est ça la République, hein. C'est autre chose. Donc ces canons d'application et de transformation existent, puisque c'est une république. Eh bien, c'est le mur pour lui, direct. Direct. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à l'étape de l'audit. Il va faire une audit politique. Il va aller voir son maire. Bon, le maire, il est comme vous et moi, hein, c'est un élu, hein, c'est pas un technicien. On est d'accord, hein. Ça prépare ou ça l'est pas encore, mais ça prépare à cet état. C'est-à-dire que des personnes comme vous et moi peuvent être élues à un moment donné. Donc des personnes émancipées, pour y arriver, bien sûr, et donc qui ne sont pas des soldats d'un clan, à dire aux gens ce qu'ils doivent penser, plutôt de penser avec eux, hein. Et cette personne, elle a un devoir, bien sûr, c'est d'accueillir un projet et de faire ce qu'on appelle une audit politique. Donc si elle ne peut pas, parce qu'elle manque de connaissances ou de moyens, elle peut trouver une façon collégiale de travailler et de mettre en place un dispositif nécessaire. Ce qui compte, c'est que le jeune repart avec une validation politique de son projet. Que ce soit la personne elle-même ou un collège de personnes qui s'y positionnent, ou faire appel à un prestataire pour la mairie, par exemple, ou le département, comme ils le font d'ailleurs eux-mêmes quand ils font leur prospective. D'accord? Donc déjà là, il est bloqué, il n'a pas la validation politique. Validation citoyenne, il pose son projet, il est formé, et puis même juriste, fiscaliste, etc., c'est pareil, hein. D'accord? Il est coincé. Donc tout repose sur ses épaules, alors qu'il n'est pas un juriste, il n'est pas un fiscaliste. Voilà. Et donc du coup, la seule moyen de créer cette position forte et validante, c'est de payer. Et donc du coup, il faut avoir des privilèges ou être issu d'une famille qui a un peu plus d'argent. Alors qu'on sait que ça crée un dispositif qui va répondre à un besoin financier plus qu'à un besoin social. Donc au lieu de créer des services de qualité, on va se positionner sur les attentes des personnes qui vivent leur amour à la télé en polygamie constante. Donc on va produire des services adaptés à ça, puisque c'est garanti, c'est une sécurité, l'investissement passe avant. Vous voyez? Alors que la valeur économique forte et durable, elle est issue de l'ensemble des validations, que ce soit citoyennes, de politique locale et de professionnelles. Donc c'est pas la personne qui a plus de moyens qu'un autre qui peut générer des valeurs durables et stables pour une économie. C'est bien un phénomène qui n'est pas du tout corrélé aux privilèges financiers d'une famille. Vous voyez l'importance? Sinon, régulation. Et donc, restriction des libertés, etc. Et on recule. Bref. Donc notre bon jeune n'a plus qu'à vendre de la drogue, hein. Ou trouver des biais. Voilà. Il ne peut pas rejoindre le grand tout. Petit point sur l'individualisme. L'individualisme, c'est une doctrine qui vous encourage à la découverte de soi avant et des phénomènes en soi pour vous ramifier aux phénomènes du monde, parce qu'on est de cette même nature. Ceux qui disent que l'individualisme de l'égoïsme, non, c'est un individualisme raté. C'est-à-dire que trop jeune, vous avez subi le groupe. Et que donc du coup, ça vous a impacté suffisamment pour vous amener dans une dérive de comportement, notamment éviction du groupe. Un comportement évitant, en fait, hein, d'accord, ou agressif. Et au bout du bout, vous arrivez à l'âge adulte, vous ne vous connaissez pas suffisamment, et vous avez donc du mal à comprendre ce qui vous détermine, et donc les déterminismes du monde. Vous n'êtes pas en raccord avec les forces en mouvement. Vous êtes en exil. Et donc du coup, c'est normal que l'imaginaire complète et s'imagine que la réussite, c'est être seul sur une île déserte, ou à Dubaï, dans un appartement, en train de vous dire que la fiscalité française, c'est caca. Être heureux, je vous assure, vous pouvez payer 90%, vous pouvez donner 90% de vos revenus, tant que vous bénéficiez des services nécessaires et suffisants et de qualité, tant que vous pouvez vous épanouir, c'est pas grave, hein. C'est pas ce que vous payez qui compte, c'est à quoi vous avez accès.
Donc on l'a vu, le blocage structurel par rapport à ce qui accompagne au mécénat de compétences, au lien avec les groupes sociaux, et la validation citoyenne, structuration de fonds de départ et dispositifs de formation. Voilà. Donc le manquement humain, donc c'est ce qui attend la jeunesse aujourd'hui. Pourquoi? Parce que une minorité accrochée aux habitudes d'une autre époque et dont il ne bénéficie d'aucune contradiction se suffit à la situation actuelle. Ces responsables n'ont jamais subi la contradiction donc nécessaire qui les aurait forcés à adopter des politiques nouvelles et à ouvrir la porte à la nouvelle génération sur une bonne base et pas juste une illusion. Donc les conséquences. Donc en agissant ainsi, les responsables ferment la porte à la génération nouvelle. Ils les empêchent de jouer un jour leur rôle, et pourtant garanti par la loi, le bon droit. Un rôle qui est essentiel pour participer au maintien des droits et à la création des valeurs attendues de notre époque. Un petit point sur la monnaie, parce que là j'en entends des bêtises. Enfin, un point crucial sur la monnaie, au sujet de laquelle j'entends des choses, mais ça me choque. L'argent aujourd'hui qui circule n'est plus par les banques centrales corrélé à l'or. Elle est directement, on peut dire ainsi, corrélée aux besoins de la production des valeurs. Cette décorrélation de l'or permet un ajustement constant. En d'autres termes, si dans l'ancien temps, on va dire, vous pouviez faire tout ce que vous voulez, monter un projet magnifique avec toute la valeur ajoutée des professionnels et des citoyens, et on vous dirait, non, il n'y a pas d'argent disponible à ce moment-là. Donc, par conséquent, en comprenant l'ampleur des valeurs non produites en France, actuelles, par rapport au blocage, donc c'est pas par rapport aux dispositifs globaux, c'est pas par rapport aux réformes qui ont été menées, c'est justement tout ça vous permet de réaliser ceci. C'est bien la France qui vous en empêche aujourd'hui. Et vous êtes la France. Donc, celle dont le blocage français nous prive, toutes ces valeurs. Donc, comprenez aussi la cause profonde des difficultés financières que vous rencontrez. Vous pouvez multiplier par 10 votre salaire. Mais si vous n'avez pas accès aux services, et que les services ne sont pas de qualité, et que vous n'êtes pas intégré à l'expérience qui vous mène à la maturité, vous serez malheureux. Donc comment nous on a fait pour surmonter ces blocages? Bien heureusement, on est arrivé pile poil avec les nouveautés numériques. Donc ça remplacera jamais ce qui aurait été attendu et appréciable, mais c'est bien meilleur que ce qui est actuel. Donc grâce aux outils numériques, on a pu franchir ces obstacles, mais ça a créé d'autres obstacles qu'on n'a pas vraiment anticipés puisque c'est assez nouveau. Et je remercie, vous voyez, par exemple, la personne des impôts qui s'occupe de notre dossier et qui a compris les difficultés qu'on rencontrait, les choix qu'on menait et a pris patience et sans avoir... J'avais pas plus de certitude, on n'avait pas plus de certitude, mais on les a franchis et aujourd'hui, ça nous apporte quand même une certaine assurance et de voir un peu plus loin grâce à ce système palliatif, mais qui apparemment sera l'avenir pour ceux dont le pays reste dans cette zone d'enfantilisme, quoi. Donc, on a déjà franchi des obstacles au fur et à mesure, ça nous a consommé énormément de temps, mais là, on pensait que c'était réglé, mais non. Et effectivement, on a rencontré d'autres obstacles, pile poil pendant la rentrée, ce qui a consommé tout le temps nécessaire pour préparer la rentrée. C'est pour ça qu'on a dû reporter au second semestre. C'est pour ça aussi, donc du coup, ça a déclenché cette réflexion, ce besoin de clarification, de justification, et donc cette vidéo, ce contenu. Donc finalement, il faut voir ce qui est accompli, et pas juste le problème, et c'est là qu'on peut voir que même si on rencontre une difficulté, ou des fois on est contrarié, ce que ça offre, des fois, en fait, plus de bénéfices. Voilà, donc j'espère que je n'ai rien oublié déjà, que j'ai pu être clair dans mes propos, que ce dispositif
vous parle, enfin, vous a permis de suivre. Et comme je le dis, donc, il y a un live sur Twitch et il y a un mail pour nous poser des questions afin qu'on puisse préparer les réponses. Il y a eu quand même beaucoup de choses. On a redéfini un peu les valeurs, la propriété, la liberté, les droits fondamentaux, l'amour. C'est beaucoup, hein. Donc je vous remercie à tous et à bientôt.